Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du régime des navires de guerre. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La mer est un espace stratégique en matière de défense des intérêts étatiques, que ce soit en matière de protection, dissuasion, intervention ou prévention. À cette fin, les États déploient des navires et aéronefs de guerre selon leurs moyens. Ainsi, les États-Unis et la France comptent parmi les seules marines présentes sur toutes les mers du monde. La Convention de Montego Bay soumet les navires de guerre à un régime différent de celui des navires civils. En effet, les navires de guerre ont un rôle particulier en remplissant des missions de souveraineté pour leur pays et ont ainsi un statut diplomatique en représentant l'autorité de l'État duquel ils battent le pavillon. À noter que la Convention ne donne pas de définition de navire, mais seulement de navire de guerre. Un navire de guerre est défini à l'article 29 de la Convention comme tout navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire. La Marine nationale est en train de progressivement anonymiser ces navires, ce qui pose des questions légales relatives aux termes de cet article, qui prévoit pourtant un critère selon lequel le navire de guerre porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité. L'ancien ministre britannique délégué aux forces armées James Happey avait pour sa part précisé qu'il ne suivrait pas l'exemple français, indiquant que le Royaume-Uni continue de veiller à ce que ses navires de guerre satisfassent aux critères énoncés à l'article 29 de la Convention, comme l'a rappelé le UK Defence Journal. Ainsi, un navire de guerre n'est pas défini par le fait d'avoir une artillerie. Par exemple, le patrouilleur polaire français Astrolabe est un navire de guerre. Accessoirement, si ce navire avait une artillerie, cela pourrait poser des questions juridiques puisqu'il ravitaille l'ETAF, Terre australe antarctique française, en Antarctique faisant l'objet d'un traité de non-militarisation. Autre question liée à la définition d'un navire de guerre, la Chine emploie des milices maritimes constituées de bâtiments en apparence civils qui, sous couvert d'activités de pêche, font pression sur des navires civils d'autres États de la région et ainsi jouent un rôle auxiliaire de plus en plus visible dans la stratégie navale chinoise. Or, en temps de paix, les navires de pêche ne peuvent être attaqués ou considérés comme des objectifs militaires. Comment faudrait-il donc procéder ? En 2019, l'amiral américain John Richards, chef des opérations navales de l'US Navy, a déclaré que tout acte d'agression envers des bâtiments américains par des navires de pêche chinois serait considéré comme émanant de navires de guerre, conformément à l'article 40 du manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer, qui dispose que des bâtiments civils dont les activités sont de nature à l'impliquer dans un conflit peuvent être considérés comme des objectifs militaires en raison de leurs actions, telles que le fait de larguer une mine, transporter des troupes ou participer à des activités ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance. Parlons à présent de la question de la compétence qui s'exerce sur les navires de guerre. En effet, en tant qu'autorité étrangère, le navire de guerre ou autre navire d'État utilisé à des fins non commerciales, tel que le navire français d'exploration archéologique André Malraux, bénéficie d'une immunité diplomatique, comme le rappelle l'article 32. Il s'agit d'une immunité de législation, c'est-à-dire que seul le droit interne s'applique à bord du navire, d'une immunité de juridiction, seuls les tribunaux nationaux peuvent connaître des infractions commises à bord, et enfin d'une immunité d'acte de contrainte, c'est-à-dire que les autorités du port ne peuvent intervenir qu'à la demande du commandant. Cela n'empêche pas le fait que, dans les eaux sous souveraineté étrangère, le navire de guerre soit soumis aux règles édictées par l'État côtier, sous peine d'être sommé de quitter la mer territoriale, comme le rappelle l'article 30. Passons à présent à la question de la responsabilité d'un navire de guerre ou assimilé. L'article 31, intitulé « Responsabilité de l'État du pavillon du fait d'un navire de guerre ou d'un autre navire d'État », prévoit que l'État du pavillon d'un navire de guerre ou assimilé porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à l'État côtier.
Ainsi, l'État côtier, qui exerce sa souveraineté sur sa mer territoriale et bénéficie de compétences exclusives en vertu de la Convention, n'est pas compétente pour le poursuivre, mais cela n'empêche pas que sa responsabilité soit établie et qu'il subisse des retombées diplomatiques au niveau international. À noter qu'en matière de piraterie, l'article 102 prévoit que les actes de piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'État ou d'un aéronef d'État dont l'équipage s'est mutiné sont assimilés à des actes commis par un navire ou aéronef privé. Le statut diplomatique tombe. Enfin, malgré leur statut particulier, lorsqu'ils ne font que naviguer sans usage de la menace ou de la force ou autre activité offensive, les navires de guerre, comme tout navire, bénéficient du droit de passage dans la mer territoriale des États, cet espace compris entre les lignes de base et 12 000 marins de celle-ci, c'est-à-dire adjacente au territoire de l'État riverain. Le droit de passage ne peut être entravé. Les navires de guerre bénéficient également, comme tous les autres navires, du droit de passage en transit dans les détroits internationaux, selon lequel les sous-marins, qui sont souvent des navires de guerre, peuvent naviguer en plongée, puisque les navires peuvent y naviguer selon leur mode normal de navigation. Ce droit de passage en transit ne peut être ni entravé, ni suspendu. Des entraves limitées géographiquement et dans le temps de manière proportionnée sont possibles. Cependant, une exception concernant les navires bénéficiant de l'immunité souveraine est prévue conformément à l'article 236. Ceux-ci ne peuvent pas voir leur transit limité ou interrompu. La Convention de Montego Bay accorde un statut particulier aux navires de guerre étatiques et notamment une immunité de juridiction correspondant à leur rôle diplomatique. Par ailleurs, nous avons pu observer qu'elle donne également une définition stricte du navire de guerre, mais force est de constater que ce statut pourrait faire l'objet de prochains développements pour répondre aux mutations géostratégiques et de défense actuelles. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.